Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'épisode 14 du podcast Zéphyr. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous inviter à rejoindre ma discussion avec Olivier Remeau, qui est un écrivain et philosophe français, qui a notamment écrit par exemple Penser comme un iceberg ou Quand les montagnes dansent. Donc, il se penche dans ses écrits, mais aussi dans sa recherche en sciences sociales ou en philosophie, sur les relations entre humain et nature, donc un sujet qui se lie très très bien avec la thématique de ces podcasts et de mes recherches personnelles. Donc je ne vais pas vous en dire plus et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Olivier Remeau. Bonjour. Bonjour Monsieur Remeau, merci d'avoir accepté cet échange en ligne et de contribuer ainsi à la chaîne de podcast Zéphyr, que je gère en partenariat avec les chaires de littérature française moderne de l'Université de Zurich. Et donc ce podcast interroge la place de la littérature et des narrations au sein de l'urgence écologique. Comment les récits peuvent-ils nous aider à changer nos imaginaires et à envisager d'autres manières d'habiter le monde? Nous allons aujourd'hui aborder ces questions avec vous. Donc tout d'abord, je vous prie de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Alors, bonjour. Déjà, merci de m'inviter à cette chaîne de podcast Zéphyr. Rapidement, je suis philosophe et directeur d'études dans une institution française qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, dans mes recherches, dans mes travaux, dans mes publications, disons que je m'intéresse aux relations entre humains et non-humains, et la question des récits m'importe beaucoup. J'ai l'impression que c'est essentiel pour pouvoir réorienter même nos comportements à l'égard du vivant, mais je pense qu'on va parler de ça notamment. Oui, avec grand plaisir. Donc personnellement, je vous ai connu à travers la lecture de votre livre Penser comme un iceberg. C'est un livre que j'ai lu au début quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions et ça a profondément changé mes manières de percevoir la nature et les paysages. Et dans ce livre, vous tentez de présenter le monde de la perspective d'un iceberg, ce qui est au début assez surprenant, et vous remettez en cause l'attitude humaine qui ne propose qu'une seule perception possible du monde finalement. Et ma première question est la suivante. Quel a été le déclic pour vous, la motivation de l'écriture de ce livre? Alors, déjà, tout d'abord, merci pour votre lecture Mm. du livre. Je suis très content qu'il vous ait stimulé en quelque sorte. Alors c'est un peu une longue histoire, le déclic, la motivation de l'écriture de ce livre que je vais évidemment résumer en très peu de temps. Euh, j'aime bien les glaces, ça fait longtemps. Cette pagophilie, comme on dit selon l'étymologie grecque, l'amour de la glace, me vient en fait des montagnes, hein, et de leurs glaciers. C'est pour ça que le livre d'après, Quand les montagnes dansent, a un lien évidemment avec Penser comme un iceberg. Donc, je pratique la montagne, entre guillemets, enfin, j'y suis assez régulièrement, et j'avoue que, à mes yeux, non pas rien n'est plus beau, mais c'est assez difficile de trouver quelque chose de plus beau qu'un glacier suspendu. Je trouve que c'est une alliance de pesanteur et de légèreté qui est absolument inédite dans le monde vivant dans lequel nous déplaçons, que nous habitons. Et je me rappelle, j'ai vraiment des souvenirs de jeunesse où ce genre de vision me frappait régulièrement, quoi. Et donc voilà. Et puis j'ai lu
entre-temps, je vous passe des étapes, énormément de récits d'exploration polaire. J'ai longtemps été fasciné par ces aventures, je le suis toujours. Ce sont des récits extraordinaires, évidemment. Et à un moment, néanmoins, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que d'une part, il y avait évidemment un imaginaire de conquête et d'héroïsme qui commençait à me lasser d'une certaine manière parce que j'y voyais une forme de cécité. Alors évidemment, hein, je garde toujours beaucoup de passion pour ce genre de récit, mais voilà, j'y ai vu une limite, une espèce de cécité précisément à l'égard du monde vivant qu'il traverse. Et comme si tout se passait, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive quand même assez régulièrement, comme s'il traversait en fait des espaces dénués de vie. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le cas? J'en doute, et évidemment il le savait. Je pense que c'était tout simplement une manière d'écrire un imaginaire, là aussi, pour reprendre le terme, qui ne les invitait peut-être pas à décrire le monde animal qu'ils arpentaient, et avec lequel ils cohabitaient, si ce n'est sous l'angle d'un combat assez permanent avec les éléments, avec les prédateurs. Donc voilà, c'était une espèce de climat d'hostilité assez régulière, mais voilà, la lutte de l'humain contre la nature, quoi. Et il est vrai que ça correspondait aussi à des moments où je me disais, ben non, justement, il faut probablement cesser de lutter contre la nature et au contraire de trouver des modes d'entente, de connivence. Et donc, voilà, je me suis tourné vers quelque chose de plus un peu désanthropocentré, quoi. Et ça a été la bascule, en quelque sorte, vers une écriture et une perception du monde décentré, d'où le point de vue de l'iceberg, au début de Penser comme un iceberg. Mmh. Oui, très intéressant. Donc essayer de fuir cette perception anthropocentrée du monde et donc ainsi, tenter d'expliquer que d'autres espèces que les êtres humains perçoivent le monde différemment Mm, et on sort d'une sorte de enfin moi je l'ai compris comme ça en lisant votre livre, on sort d'une sorte de hiérarchie spéciste finalement, selon laquelle seulement notre perception en tant qu'être humain, serait la bonne ou celle mm. que nous souhaitons décrire et donc pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre, est-ce que vous pourriez par exemple donner des exemples Ouais. de critères qui nous seraient invisibles, mais qui sont perçus par d'autres espèces et qui, pour ces espèces-là, finalement, heu, décrivent le monde ou, définit comment elles le ressentent ou le perçoivent? Alors, c'est toujours difficile de décrire le monde à la manière, bien sûr, d'une autre espèce ou d'un autre individu que l'humain. Pourquoi? Parce qu'on utilise le langage, que le langage est profondément humain, et puis surtout que on a un sens qui est absolument dominant, ça j'en parle beaucoup dans le livre, qui est celui de la vue. C'est vraiment, même du point de vue de la tradition philosophique, l'organe de la connaissance par excellence, notre outil en fait d'appréhension du monde. Et dans ces univers-là, qui sont ceux de la glace, que ce soit en latitude ou en altitude, ce qui est vraiment stupéfiant, c'est qu'on se rend compte que la vue est souvent incapacitée en fait, par les éléments. Le vent, le blizzard, le phénomène Mmh. du white out, comme on dit, c'est-à-dire du blanc complet qui s'installe et qui fait qu'il n'y a plus de distinction entre le fond et la forme. Et à ce moment-là, il faut mobiliser tous ces autres sens. L'odorat redevient primordial, l'ouïe énormément bien sûr, mais même le toucher par exemple, quand on ne voit plus rien, on peut aussi, quand on est sur la banquise, se mettre genou en terre par exemple, enfin en glace, et puis toucher en fait les petites crêtes
de glace qui se sont constituées et que le vent a constitué avec la main pour essayer déjà de percevoir le sens du vent. Louis peut nous renseigner sur le fait qu'il y a de l'eau pas loin et qu'il faut évidemment éviter de tomber à l'eau parce que à ce moment-là, c'est possiblement mortel. Et en mobilisant en fait ces autres sens-là, on se rapproche du mode animal de perception du monde parce que c'est évident que pour eux aussi, quelle que soit l'espèce, ils perçoivent en fait avec leur corps entier et que pour n'importe quel animal, sauf exception, finalement, ce n'est pas la vue qui est soit le sens prédominant, soit le sens quasi unique qui commande tous les autres, mais c'est vraiment une façon de percevoir le monde beaucoup plus synesthésique, hein, qui assemble beaucoup plus les sens les uns par rapport aux autres. Et dans ces univers de glace, c'est vraiment frappant. Il faut être absolument capable, en quelque sorte, d'abandonner la primauté des yeux pour rétablir, redonner leur droit aux autres sens vraiment physiques, quoi. C'est le milieu par excellence où on redevient sensible et peut-être du coup assez animal. Et donc j'imagine que ce sont des sens que les populations indigènes de ces régions de glace ont, elles, vraiment, adoptés et elles vivent ainsi. Oui, alors ça, vous avez raison, c'est ce qui m'a frappé aussi, c'est que du coup, elles s'alignent beaucoup plus dans leur vie quotidienne sur le monde qu'elles habitent, ces populations, y compris sur le regard donc des autres êtres qu'eux-mêmes. Et alors ça vient aussi de leur pratique quotidienne, hein, bien sûr. Et ce que j'ai compris, c'est que bah, justement, par rapport aux glaces, ces masses-là, qu'elles soient terrestres ou disons plus aquatiques, hein, que ce soit des glaciers vraiment sur la Terre, ou qui, lorsqu'ils sont côtiers, et puis qui, enfin, ça bouge toujours un glacier sous le poids, enfin sous l'effet de son propre poids, hein. Quand il est côtier, ben, en fait, il commence à se fracturer dès le moment où il est sur une falaise. Et à ce moment-là, un morceau de lui-même, au fur et à mesure qu'il bouge toujours de l'amont vers l'aval, chute dans l'eau. C'est ce qu'on appelle donc un iceberg. Et à ce moment-là, le glacier prend une espèce de vie aquatique. Voilà, quels que soient les modes en fait d'existence de la glace, ces populations autochtones les considèrent vraiment, pour la plupart, comme en fait des êtres qui font partie de ce monde au même titre que n'importe quel animal, à bien des égards dans plein de récits même de représentations collectives. On trouve hein, cette idée que le glacier est lui-même un animal et qu'il faut il faut le respecter. Il faut même, par exemple, ne pas trop le regarder frontalement, le regarder dans les yeux, parce qu'on pourrait lui faire offense. On trouve d'autres récits où il faut évidemment éviter aussi de cuisiner tout près d'un glacier et de projeter, par exemple, sur lui des gouttes de graisse. Ça pourrait l'agacer, l'énerver. Et puis, on trouve aussi énormément de situations racontées où, dans des contextes de chamanisme, par exemple, le chaman est envoyé lorsqu'il y a des différends entre des clans, par exemple, euh, pour discuter avec le glacier durant quelques jours, puis il revient avec un conseil, une réponse du glacier aux questions que se posent les membres du clan. Et en fait, ça produit des effets de cohésion dans les villages, dans les populations, ça décentre le différent et ça le met dans une perspective qui assez souvent permet aux humains de trouver des modes de conciliation auxquels ils n'avaient pas pensé. Du coup, les glaciers font partie, sont des partenaires de la vie sociale, collective
humaine également. Oui, oui, c'est très intéressant et vous me guidez, pour la prochaine question. J'ai l'impression, enfin, en tout cas de mon point de vue, quand même, finalement occidental, anthropocentré, même si j'essaye de lutter contre cette perspective, je pense que d'une certaine manière elle m'habite. Heu, je pense pour la majorité des gens comme moi, concevoir qu'un animal, un mammifère ait sa propre façon d'observer le monde, c'est ça va, on peut le concevoir. Et justement, là, on va jusqu'à, comprendre comment la glace, qui est selon, disons, la terminologie scientifique occidentale abiotique, donc non vivante, comment cette glace vit, bouge, réagit, se développe. Donc elle a un réel pouvoir d'agir et on n'est pas trop habitué à cela, notamment, enfin même si on a étudié finalement, les sciences naturelles et cetera, enfin d'autant plus. Et donc là, vous brouillez une frontière, qui est pourtant assez rigide dans notre, imaginaire collectif entre le vivant et le non-vivant et c'est assez troublant finalement. Et ma question est la suivante: pour vous, qu'est-ce que vous définissez de vivant et de non-vivant? Alors c'est une question à la fois difficile et vaste. Je crois qu'on peut y répondre en même temps de manière très directe et franche. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire que je pense que c'est plus intéressant. Je tiens à cette formulation, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan, disons-le comme ça, littéraire au sens large, de se dire, de brouiller les lignes entre le vivant et le non-vivant, de se dire que la frontière qui est encore assez vivace quand même dans les sciences naturelles, bien que ça commence à bouger depuis un certain temps, entre le biotique et l'abiotique, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire finalement ce qui est organique et puis ce qui est inorganique, ce qui relève donc du vivant animal, du vivant végétal, qui métabolise, hein, qui s'empare en quelque sorte de l'énergie du soleil, qui la capte pour la transformer en énergie physique, hein, mobile, qui met en mouvement. Et de l'autre côté, eh bien, le non-vivant, la biotique, c'est-à-dire grosso modo le minéral, quoi. Hein, vous savez, cette classification des règnes, hein, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Voilà, cette frontière entre, d'un côté, végétaux, animaux, côté les minéraux, j'avoue que c'est plus intéressant, je trouve, de brouiller cette ligne-là, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà sur le plan scientifique, il y en a quand même pas mal qui sont d'accord avec ça. Les minéralogistes, enfin certains minéralogistes, par exemple, que je cite quand les montagnes dansent, disent que les roches et la vie s'interpénètrent vraiment dans une espèce de pacte de réciprocité, je dirais ça comme ça. Ils sont absolument indissociables. Et puis, surtout, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand on brouille les lignes entre le biotique et l'abiotique, l'organique, l'inorganique, le vivant et le non-vivant? Ben, c'est qu'en fait, il y a plein de nouveaux personnages qui surgissent. C'est-à-dire que l'un des effets, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des êtres qui peuplent un monde que nous habitons aussi, mais que nous n'avions pas vu. Et je crois que c'est aussi, enfin c'est pour ça que je tiens à cette formulation, c'est plus intéressant de brouiller les lignes que de les maintenir. C'est que quand on les maintient, ces personnages-là restent invisibles. Parce que nos classifications sont très hiérarchiques. On a plus d'empathie pour un mammifère, évidemment, que pour un caillou. On a plus d'empathie, même pour un mammifère, que pour un végétal, etc., etc. Et ça, j'ai toujours eu du mal avec cette chaîne des êtres très hiérarchique. Et je pense qu'une bonne réponse, c'est justement enfin, cette chaîne hiérarchique s'appuie, hein, vraiment sur cette frontière qu'on évoque entre le vivant et le non-vivant. Et à l'inverse, si on déstabilise cette frontière, si on joue avec elle, si on s'en affranchit,
eh bien, on abolit un peu cette hiérarchie, et à ce moment-là, tout redevient un peu plus égal, c'est-à-dire le monde réel, quoi. Nous sommes parmi d'autres vivants, et donc on les voit mieux, on les sent mieux, on les entend mieux, éventuellement on les touche un peu mieux selon les cas de figure. Bref, on se rend compte vraiment que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas les rois de ce monde. Oui, donc finalement, voir peut-être aussi la nature, par une éthique holistique du vivant, donc comprendre la nature comme un grand tout qui est relié par, enfin comme un réseau, par plein de tissages différents. Hem, J'aime beaucoup l'expression que Donna Haraway, qui est donc, philosophe et écologiste, a utilisée, d'apprendre à vivre dans le trouble, donc justement de brouiller ses frontières. Hem, Ma question est la suivante: je pense qu'il s'agit aussi donc d'apprendre à troubler notre langage. Avant, vous avez expliqué que c'est très difficile de définir le monde du point de vue d'un animal, car nous définissons le langage par lequel le monde est décrit. Est-ce que vous avez un peu des exemples, concrets, disons, de comment on pourrait, changer notre rapport au monde en changeant notre langage? Alors oui, évidemment, tout ce dont on parle s'inscrit quand même un peu dans le sillage, en effet, de cette notion géniale de trouble que Donna Haraway a formulée à un moment, avec en plus cette idée associée à la notion de trouble que bah, il n'y a pas de solution à la crise que nous vivons, la crise du vivant. Il faut vivre avec, et il faut ben, maîtriser en fait notre oscillation permanente entre d'un côté le désespoir parce que ben, nous sommes en pleine sixième extinction, pour reprendre le titre du livre d'Elisabeth Kolbert, et puis de l'autre côté, on se rend compte quand même qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein de sources de joie possibles, et voilà, cette oscillation entre le désespoir et la joie, c'est l'une des manières que Donna Haraway a trouvé pour définir ce qu'elle appelle le trouble, qui n'a pas donc de solution miracle. Et effectivement, je pense on trouve des effets de ce trouble dans notre façon de décrire le monde, donc d'utiliser le langage, bien sûr. Alors, je crois qu'après, beaucoup de penseuses, en l'occurrence, vraiment plutôt des penseuses, c'est intéressant, ont posé la question de la description. Isabelle Stengers, notamment, a beaucoup travaillé là-dessus. Que veut dire bien décrire le monde dans lequel nous vivons? C'est déjà une première réponse à votre question sur le langage. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend souvent mal le monde dans lequel nous vivons, avec donc d'invisibilisation de beaucoup d'êtres, dès le moment où on le décrit mal. Donc bien décrire le monde, c'est essayer de le décrire complètement, pour justement faire réapparaître, revisibiliser ces êtres dont on ne parle à peu près jamais, puisque précisément cette frontière, enfin cette ligne de division entre le vivant et le non-vivant agit de manière souvent assez perverse. Qui a de l'empathie avec les vers de terre, qui sont pour autant des êtres qui, s'ils n'existaient pas, euh, enfin, leur non-existence nous mettrait sacrément en péril. Euh, donc, bien décrire, ça veut dire déjà décrire complètement. Alors, qu'exige en fait une description complète? Ça exige beaucoup de choses. Moi, j'ai assez, enfin, j'aurais plutôt, comment dire, la tendance, et puis c'est vrai que je le dis souvent, que euh, ben, il faut s'immerger, quoi. L'immersion dans les, les milieux naturels, appelons-les comme ça, parce que la notion de nature peut être tantôt critiquée, tantôt retenue. Bon, laissons ça de côté pour notre discussion. Ça nous emmènerait trop loin. Appelons les milieux de vie, milieux naturels. L'immersion dans ces milieux, c'est vraiment nécessaire, quoi. C'est vraiment nécessaire parce que c'est vraiment des situations, le retour au terrain, donc.
d'une certaine manière, et c'est un philosophe qui vous parle là. Et vous savez comme moi qu'en philosophie, le terrain, bon, il n'est pas forcément toujours présent. On est plutôt dans des discussions entre textes. Mais le retour au terrain, c'est vraiment important parce que c'est là, notamment par exemple en passant une nuit en montagne, en forêt ou ailleurs, c'est là qu'on se rend compte vraiment que il y a des modes de vie différents, des modes de perception qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont différents d'une autre, et que si on s'y rend attentif de manière, une fois de plus, très patiente, ça exige beaucoup de patience, ça exige parfois même une forme d'ennui, parce que tout n'arrive pas tout le temps, à chaque instant non plus. Bref, d'endurance plutôt. Si on accepte ces critères-là, beaucoup de discrétion également, eh bien, on s'aperçoit vraiment que le monde bruisse autour de nous, quoi. Ça murmure beaucoup, ça parle, ça s'échange énormément d'informations, ça vit, ça meurt, là aussi. Et à ce moment-là, on récolte les données, les faits, les événements, les modes d'existence, pour reprendre aussi cette catégorie, qui nous permettent de décrire plus complètement le monde que nous habitons et à ce moment-là de nous mettre à le raconter. C'est un autre aspect de ma réponse à votre question, c'est-à-dire que bien décrire le monde dans lequel nous vivons, donc ce travail sur un langage qui pourrait être un petit peu différent du langage habituel que nous utilisons, très anthropocentré, peu décentré, donc un langage qui serait plus décentré. Voilà, si on cherche à faire ça, ça suppose aussi d'accepter que raconter des histoires de cohabitation, d'expériences partagées justement en situation d'immersion, selon une juste distance, un thème très travaillé aujourd'hui, avec des êtres non humains, les raconter, ces histoires, eh bien c'est une façon de mieux les comprendre, ces autres êtres. Donc pas de position de surplomb, pas forcément une analyse très normative, très conceptuelle, par exemple, de ce qu'est l'écologie, de la façon hein, dont pourrait être entendue, comprise, par exemple, la vie quotidienne d'une chauve-souris. Enfin, il y a un article célèbre d'un philosophe, Thomas Nature, qui a posé la question très débattue hein, depuis comment une chauve-souris voit-elle le monde. Et quand on lit cet article, par ailleurs très très intéressant, on ne peut pas s'empêcher de se dire, bon, peut-être qu'il il lui manque quelques nuits d'observation des chauves-souris, par exemple, pour répondre, disons, plus concrètement à la très bonne question qu'il pose. Et il est vrai que moi, j'ai compris ça tout simplement en renouant avec le terrain, en accompagnant des collègues, des amis naturalistes, et en faisant des sorties comme ça d'inventaire, précisément, par exemple, de chauves-souris, mais aussi d'amphibiens ces dernières années, et d'autres. Et chaque fois dans ces situations, je me dis, c'est parce que je suis immergé que je récolte les données qui me permettent ensuite de raconter. Et en racontant, je m'aperçois que je comprends mieux certaines expériences partagées qu'en les conceptualisant immédiatement. Et ça me donne enfin les moyens de mieux éventuellement y réfléchir. Bref, l'écologie, bah, c'est peut-être quelque chose qui se fait d'abord, avant de se réfléchir, qui se vit, qui se ressent, et puis ensuite on y revient, et à ce moment-là, on choisit ces mots, mais ces mots-là peuvent être des mots en fait qui empruntent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Et ça, c'est un autre aspect du travail, c'est qu'il faut arriver vraiment à, je crois, c'est l'un des avenirs probablement
de nos recherches, je dis ça en général, il faut probablement arriver à marier un peu plus les sciences naturelles et les sciences sociales et la question de l'écriture, Mmh. voire de l'écriture littéraire, vraiment. Oui. Oui, j'ai 2 questions qui rebondissent sur, vos propos. La première, c'est par rapport à cette immersion dans la nature. Donc vous parlez de vivre, une nuit dans la forêt ou en montagne et cetera. Heu, dans votre, récit, quand les montagnes dansent, ce qui m'a personnellement marqué, c'est aussi, que ces paysages, les montagnes avec leurs formes, leurs strates et cetera, ça peut enfin disons, dans tous les cas, j'ai l'impression que qui que ce soit, quand on regarde une montagne, ça nous rappelle forcément, l'histoire du vivant, les années qui se sont écoulées et nous ramène à une forme d'humilité en tant qu'être humain. Est-ce que, c'est aussi ce que vous, ressentez vis-à-vis des montagnes ou ce que vous vouliez réciter, dans votre texte? Cette forme aussi d'humilité, non pas seulement par rapport, au vivant, mais aussi, au temps qui s'est écoulé, depuis que le vivant existe? Alors, bah, d'une certaine manière, oui, je ne sais pas si le terme d'humilité est tout à fait le bon terme. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est presque vraiment la question de, bah, justement, de la solitude. C'est-à-dire, en fait, enfin, c'est un mythe, quoi, la solitude d'un certain point de vue, sauf au sens social, hein, lorsqu'elle est ressentie, l'isolement, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est cette idée que, par exemple, j'ai envie d'être seul, je quitte la ville et puis je vais en nature. Et là, ouf, j'ai eu un moment de solitude, puis je reviens voilà. Ça, c'est complètement illusoire. C'est-à-dire que quand on est dans cette dite nature, on est tous au sol. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et ce Mmh. qui est génial avec, si j'ose dire, avec les montagnes, c'est que elles projettent en fait cette non-solitude sur un temps extrêmement long, extrêmement profond, et elle nous montre que précisément le minéral euh, fait partie en quelque sorte de la vie collective que l'on ressent, donc pas de solitude, lorsqu'on est dans un milieu dit naturel. Et ça, c'est quand même, enfin, c'est très puissant, je trouve, comme sentiment. Du moins, moi, c'est vraiment ce que je ressens en montagne, c'est que cette grammaire de la non-solitude euh, propre au milieu naturel, où l'humain, certes, peut ne pas être avec ses semblables, mais justement, il est avec plein d'êtres non humains qu'il reconnaît, qu'il identifie ou qu'il découvre. Bon, bien, tout Mmh. ça est projeté sur un temps incroyablement long. Et quand on travaille un peu sur ces questions-là, qu'on a un peu de quelques connaissances, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, cette histoire du vivant a une évolution extrêmement large. Donc, voilà, enfin, là aussi, enfant, j'avais un amour assez profond, enfin, assez marqué pour les fossiles, quoi. Et je me suis toujours dit, ou presque, que les fossiles étaient encore vivants, d'une certaine manière. Enfin, un fossile n'était pas vraiment mort, quoi, et que c'était une trace, en quelque sorte, qui conservait quelque chose de la vie passée. Mmh. Donc, ça, c'est un effet des montagnes que je trouve comment dire, vraiment fort. Enfin, c'est difficile de ne pas ressentir ça en montagne. Alors, est-ce que c'est de l'humilité? Je, pour aller dans le sens de ce mot, je le dirais comme ça. Ça nous remet à notre juste place, évidemment. Une place petite dans un temps très très long, mais surtout donc
ça nous remet en présence, en fait, d'un nombre infini d'autres vivants. Mmh. Merci, c'est super intéressant. Hem Et l'autre, question que j'avais encore, concernant votre, réponse, antérieure, c'était, par rapport à l'idée de lier, les sciences naturelles et le savoir et les paroles littéraires, disons. C'est ce que vous faites, dans vos livres, en fait, et notamment enfin, qui a été publié chez Actes Sud et dans la collection Monde sauvage, c'est ce qui se fait beaucoup. Est-ce que selon vous, c'est vraiment primordial maintenant, dans notre époque, au sein de la crise écologique et cetera, de joindre ces sciences humaines ou disons sciences littéraires ou du langage aux sciences naturelles? Alors oui, je crois que c'est vraiment primordial parce que, enfin bon, pour plein de raisons, mais parmi celles-ci, je crois que quand on essaye justement de bien décrire le monde dans lequel nous vivons, comme on disait tout à l'heure, et puis qu'on comprend au fur et à mesure que cela implique en fait, par exemple, d'autres mots, d'autres histoires, donc un autre rapport au langage, d'autres récits, pour reprendre ce terme, que ça implique aussi donc aussi, enfin, des tactiques en quelque sorte d'écriture euh, pour essayer de rendre compte de ce que l'on a vécu sur le terrain, sur site, avec tel ou tel être non humain. Parfois, il y a quand même des expériences partagées incroyables. Absolument, c'est pas simplement surprenant, on en tombe pantois, quoi. Il y a des choses qui se passent qui correspondent à à du vrai dialogue. Voilà, enfin. Euh, ben, quand on vient chez soi dans son bureau et qu'on a ça en tête, qu'on a ça dans le corps aussi, puisqu'on l'avait vraiment vécu de manière sensible, on peut pas ne pas se dire que dans le travail de rendu en fait de tout ça, la science est là. La science est là parce que au fond, les collègues naturalistes, biologistes, ils passent leur temps sur le terrain. Ils passent leur temps sur les géologues, les glaciologues que j'ai évoqués dans les livres. Ils passent leur temps en contact, en quelque sorte, avec ce monde-là, avec tous ces êtres-là. Et je crois ce qui est très très intéressant, moi je trouve, enfin ce qui m'intéresse beaucoup voilà, dans les relations que j'ai aujourd'hui avec le monde des sciences, c'est que je me rends compte qu'ils se posent eux aussi, elles aussi, la question d'une autre manière de traduire en fait leurs expériences. Et tout se passe comme si pas mal de gens qui venaient des sciences du langage comprenaient l'importance des sciences naturelles parce qu'il faut aussi, pour bien décrire, éviter de dire des bêtises quand on se met à prendre le stylo, quoi. Et de l'autre côté, du point de vue des sciences naturelles, pas mal de gens commençaient, tout se passe comme si pas mal de gens de ce côté-là venaient aussi à se poser la question suivante, mais tiens, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'autres mots, une autre manière de raconter ce qu'on vit avec tel contexte, avec telle ou telle espèce ou spécimen d'espèce, etc. Parce que bah, pour eux, la question est très simple. Hein. Vous savez comme moi que dans les sciences naturelles, le mode de publication, il est clair, hein, c'est-à-dire ce sont majoritairement des articles collectifs écrits en anglais, et que imaginons que quelqu'un ait envie, par exemple, pour un public français, de revenir à sa langue maternelle, si c'est le cas, ben en fait, moi j'ai une amie précisément scientifique qui m'a dit mais c'est pas si facile que ça parce qu'on est tellement habitué à écrire en anglais que revenir au français déjà c'est un premier obstacle. Ouais. Donc du point de vue des sciences sociales, je dirais, ou de la littérature par exemple, je crois qu'il y a un enjeu qui est, pour le résumer rapidement, si on veut trouver d'autres récits du vivant, eh bien, il ne faut pas oublier les sciences parce qu'il faut évidemment dire des choses exactes. Hein, il faut
plus possible se faire relire, valider, et qui sont d'autant plus exactes qu'elles seront liées à des expériences vécues sur le terrain. Et du point de vue des sciences naturelles, se pose aussi la question de l'écriture, de la bonne description, la description la plus complète possible, parce que les données peuvent être là, mais la traduction de ces données dans une langue qui, en fait, est une langue qui raconterait des histoires partagées, c'est un enjeu que les publications scientifiques n'ont pas forcément à l'esprit. Mmh. Donc c'est un dialogue extrêmement intéressant pour moi, et en plus je pense que c'est l'un des avenirs vraiment souhaitables du récit écologique et pourquoi pas même littéraire au sens large, pour une raison sur laquelle je reviens, parce que j'y tiens, c'est que dans ce cas-là, c'est pas gagné hein, d'avance, hein, c'est évidemment un pari, c'est un défi, mais si on arrive à bien décrire ou mieux décrire les relations humains et non humains, eh bien, une fois de plus, il y a des êtres nouveaux qui surgissent, nouveaux au sens où ça fait longtemps qu'ils étaient là, mais on ne les avait pas vus. Et cette revisibilisation que produit à ce moment-là le dialogue sciences naturelles, sciences sociales, sciences du langage, autre manière d'écrire et d'écrire le monde, cette revisibilisation des êtres qu'on avait beaucoup oubliés, en fait d'eux des personnages incroyables, des personnages au sens littéraire, quoi, au sens d'une histoire qu'on raconte. Et à ce moment-là, on vit aussi des vies enfin de lecture, quoi, avec des êtres auxquels on ne pensait pas toujours, quoi. Et ça, j'y tiens parce qu'effectivement, pour revenir au tout début, eh bien, c'est comme ça qu'on comprend qu'un iceberg peut être un personnage de la vie quotidienne auquel on tient, un glacier également, et que lorsqu'on revient sur site, après avoir travaillé pendant 15 ans sur un glacier et que celui-ci aujourd'hui n'est plus là, comme beaucoup de glaciologues aujourd'hui, parce qu'il a fondu en raison du réchauffement climatique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On pleure. On a perdu quelqu'un. Tout se passe comme si on avait vraiment perdu quelqu'un. Et ça, je crois que quand ce genre de situation se produit, il faut vraiment ne pas l'oublier, faire attention et la prendre très très au sérieux. Mmh. Merci. Oui, je suis aussi convaincue que les récits ont un très grand rôle à jouer. Moi-même, des fois, je suis un peu partagée entre ces articles scientifiques anglais, comme vous dites, et j'essaye aussi je tente d'écrire pour un plus grand public, car j'ai l'impression que c'est aussi primordial. Oui, les deux sont Ah totalement oui, complémentaires, hein, oui, mais je oui. pense. Et j'ai encore 2 questions finales que je pose à tous les intervenants et intervenantes dans ce podcast. Premièrement, quel livre racontant la nature conseilleriez-vous à notre audience, ou à moi-même? Alors bon, il y a beaucoup de livres que je conseillerais. Il y en a peut-être un, j'y ai pensé justement à ce propos. C'est le livre de Sybille Grimbert qui s'appelle Le Dernier des Siens, qui est paru chez Anne Carrière en 2022, si je me trompe pas, qui a eu des prix, qui a été remarqué, et que je me rappelle que lorsque je l'avais lu, j'avais été frappé par cette histoire donc d'un jeune scientifique du 19e siècle qui assiste durant une expédition justement à un massacre de grands pingouins, et puis qui, par des situations que je vous passe, se retrouve en fait dans la position où il accueille le dernier survivant de cette espèce, d'où le titre. Et à ce moment-là, s'entame, et c'est ce que décrit, je trouve très très bien Sybille Grimbert, une relation complètement inédite avec le dernier survivant d'une espèce, et ce jeune scientifique se met à, à l'aimer,
tout simplement, précisément en faire un vrai personnage, partenaire de sa vie quotidienne, jusqu'à l'obsession, puisqu'à un moment il disparaît et puis il n'y croit pas. Et c'est très émouvant, je trouve, notamment toutes les étapes de l'empathie qu'éprouve progressivement le jeune scientifique à l'égard de ce dernier spécimen d'espèce dont il comprend au fur et à mesure seulement que c'est le dernier spécimen. Et à ce moment-là, il se dit, à un moment, c'est un moment de révélation, qu'il fait basculer de l'empathie à l'amour profond. Mais au fond, comment un survivant peut-il, comment le dernier représentant d'une espèce peut-il voir le monde? Sait-il qu'il est le dernier des siens? Et voilà, c'est un roman que j'ai trouvé très, très puissant à l'époque. Merci beaucoup. Et finalement, est-ce que vous auriez une suggestion pour le prochain ou prochaine invité de ce podcast? Ça peut être un artiste ou un écrivain, une écrivaine, scientifique, comme vous, philosophe, chercheur, chercheuse, et cetera. Alors, bah, je m'étais dit, je la connais pas du tout, hein, mais je m'étais dit, bah, pourquoi pas Sybille Grimbert, justement. Mmh. Et Je je l'ai pas du tout, je l'ai jamais entendu parler de son livre, mais c'est peut-être quelqu'un qui en parle très très bien et de manière très intéressante. Oui, je peux tenter alors de la contacter. Pourquoi pas? Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore, quelque chose, à partager? Je sais que vous faites beaucoup de conférences, je ne sais pas à quel point elles sont ouvertes à un public divers, mais peut-être ça peut intéresser les gens qui nous écoutent? Oui, bah, disons qu'il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs conférences qui heureusement, sont ouvertes au public. C'est un peu étrange, les conférences complètement fermées au public, donc bah, c'est un peu difficile comme ça de faire l'annonce. Disons peut-être plus simplement que là, en fait, j'ai achevé un livre, justement pour la collection Monde sauvage, un autre livre qui porte sur les milieux humides, les terres d'eau, comme on les appelle aussi, ou les zones humides plus classiquement, et les amphibiens, justement, et qui vient de beaucoup de sorties d'inventaire que j'ai faites dans des forêts, auprès de mares et de zones humides, avec des collègues, des amis, pour observer les amphibiens, notamment beaucoup de grenouilles, et les relations en fait entre eux, un milieu vraiment avec la question de l'eau à l'horizon, hein, l'eau douce, quel est notre rapport à l'eau douce aussi, et puis vraiment les interdépendances que les amphibiens entretiennent avec leur milieu de vie humide, et un peu avec l'idée que nous avons oublié la valeur de l'eau, et qu'on pourrait peut-être tirer quelques enseignements de ce pacte de réciprocité que les amphibiens ont conclu avec les milieux humides il y a des millions d'années. Il est déjà sorti ce livre? Alors, c'est un livre prévu pour début mars 2026. D'accord, Voilà, chez Actes Sud. OK, super. Et, Heu, et dont le titre est Nocturne amphibien, un conte écologique. oui, super, alors on ne manquera pas, de lire ce livre Merci à et vous. merci beaucoup, pour cet échange. C'était très intéressant. Est-ce que vous Merci souhaitez beaucoup. encore rajouter quelque chose ou? Non, non, ça va. OK, Merci à vous. Oui, oui, tout va bien. ben, merci d'avoir pris ce temps Ah, et moi aussi, merci pour ce dialogue et cette occasion de dialogue. oui et je vous souhaite, tout de bon pour la suite. Pareillement, merci, bonne journée. Au Au revoir. revoir, bonne journée, au revoir. Ce podcast est terminé, j'espère que ça vous a plu. Toutes les références citées seront en note du podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.